J'ai ouvert la porte de ma salle de classe et la directrice a dit « 3 élèves vous accusent d'agression lors de la sortie scolaire d'hier ». Je me tenais sur le pas de la porte du bureau de la directrice Victoria Brennan à l'Académie Westridge, tenant toujours mon sac d'ordinateur portable et ma tasse de voyage venant du parking, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Mon nom est David Kowalski, et j'enseignais l'histoire en classe préparatoire dans cette école privée depuis 11 ans. J'étais arrivé pour la période de préparation du lundi matin, m'attendant à corriger les dissertations de la semaine dernière et à préparer mon unité sur la guerre de sécession. Au lieu de cela, Victoria était assise derrière son bureau en acajou avec l'avocat de l'école, Gérald Hutchkin, et une personne du bureau du titre 9 du district, dont la plaque signalétique indiquait Christina Valdez. Leurs expressions étaient de marbre, et il y avait une pile de chemises de dossiers entre eux. Victoria a repris la parole quand je n'ai pas répondu. 3 élèves ont déposé des plaintes formelles alléguant que vous les avez physiquement agressés lors de la sortie scolaire à Indépendance Hall samedi. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. J'ai enfin retrouvé ma voix. C'est impossible. Je n'étais pas à cette sortie. Je devais être accompagnateur, mais j'ai dû me désister il y a 3 semaines quand mon père a fait sa crise cardiaque. J'ai passé la journée de samedi au Jefferson Medical à Philadelphie avec ma famille. Mon frère peut tout confirmer. Mon père était en unité de soins intensifs. L'expression de Victoria n'a pas changé. Selon nos registres, vous étiez inscrit comme l'un des 4 accompagnateurs du voyage. Les élèves disent que vous les avez acculés séparément dans des zones restreintes du bâtiment et que vous avez eu des contacts physiques inappropriés. 2 d'entre elles disent que vous leur avez saisi les bras assez fort pour laisser des ecchymoses. Une autre dit que vous l'avez poussé contre un mur. Gérald Hutchkin s'est penché en avant, les mains jointes sur le bureau. Monsieur Kowalski, nous avons examiné la liste des accompagnateurs signés samedi matin. Votre signature apparaît sur la feuille de présence. Le registre du chauffeur de bus indique 4 adultes au départ avec 32 élèves. 3 élèves ont fourni des récits détaillés et cohérents d'incidents survenus pendant la visite. Ce sont des allégations graves d'agression physique contre des mineurs. J'ai senti la pièce se refermer sur moi. Je n'étais pas là. Vérifiez mes relevés téléphoniques, le registre des visiteurs de l'hôpital, mes relevés de carte de crédit. J'étais au Jefferson Medical toute la journée de samedi. Mon père a eu des complications suite à son pontage. J'y étais de 7 heures du matin jusqu'à minuit passé. Je n'ai jamais quitté l'hôpital. Christina Valdez a parlé pour la première fois, d'une voix professionnellement neutre. Monsieur Kowalski, nous comprenons que cela soit éprouvant, mais nous avons des obligations de signalement obligatoires. La police a été prévenue. Les services de protection de l'enfance sont impliqués. Les 3 élèves Ashley Morgenstein, Kayla Denison et Sophie Blackwell ont fait des déclarations décrivant des incidents spécifiques à des moments précis de la visite. Nous devons prendre ces allégations au sérieux. Prenez-les au sérieux en enquêtant sur les faits, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne le sentais. J'ai des documents prouvant que j'étais dans un hôpital à 145 km de là quand ces agressions présumées ont eu lieu. Quelqu'un a signé mon nom sur cette liste, mais ce n'était pas moi. Quelqu'un a usurpé mon identité lors de ce voyage. Victoria a ouvert l'un des dossiers. Les élèves vous ont identifié par votre nom et votre description physique. Ashley dit que vous portiez un polo bleu de Westridge et un pantalon kaki, ce qui correspond à ce que vous portez habituellement lors des sorties scolaires. Kayla a décrit votre montre une Seiko argentée avec un bracelet en cuir. Sophie a mentionné vos lunettes de lecture, celles que vous portez pour examiner des documents. Ce sont des détails précis. J'ai regardé mon poignet. La Seiko était là, comme toujours. Les lunettes étaient dans la poche de ma chemise. Des détails standards que n'importe qui m'ayant vu à l'école pourrait décrire. Ce sont des observations génériques. N'importe qui pourrait décrire ce que je porte habituellement. Mais ils ne peuvent pas me placer à Indépendance Hall parce que je n'y étais pas vérifié les images de vidéosurveillance de l'hôpital. Vérifier mon relevé ESPAS montrant que ma voiture n'a jamais quitté la ville. C'est un coup monté, et je dois savoir pourquoi. Gérald s'est levé, l'air grave. Monsieur Kowalski, nous vous plaçons en congé administratif immédiat avec solde en attendant les résultats de l'enquête. Nous aurons besoin de votre badge d'accès au bâtiment, de votre ordinateur portable de l'école et de vos clés de classe. Un inspecteur de police vous contactera pour fixer un entretien formel. Je vous conseille vivement de prendre un avocat. J'ai remis mon badge et mes clés, mon esprit repensant déjà à la journée de samedi.
Je m'étais réveillé avec un appel de mon frère Thomas à 6h30 du matin disant que notre père avait développé une infection et qu'il était transféré en soins intensifs. J'avais conduit directement au Jefferson Medical, je m'étais garé dans le parking des visiteurs et j'avais passé 16 heures à l'hôpital pendant que les médecins le stabilisaient. Ma mère, Thomas, ma sœur Grace et moi avions relayé pour rester avec lui, coordonnant avec le personnel médical et prenant des décisions concernant ses soins. J'avais les reçus du parking, des messages textuels avec ma famille pour coordonner les horaires, des achats de nourriture à la cafétéria de l'hôpital, et même des photos que j'avais prises des moniteurs quand les médecins voulaient nous montrer les améliorations de ses signes vitaux. Je suis sorti de l'académie Westridge comme dans un brouillard. Les élèves arrivaient pour la première période, sac à dos sur l'épaule, riant de leurs activités du week-end. Quelques-uns m'ont jeté un coup d'œil au passage, leurs expressions passant de la curiosité à autre chose. Les nouvelles allaient vite dans les écoles privées. Dans quelques heures, tout le monde saurait que quelque chose de grave s'était produit concernant M. Kowalski. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking, les mains serrées sur le volant, essayant de digérer cela. 3 élèves m'avaient accusé d'agression lors d'un voyage auquel je n'avais pas assisté. Quelqu'un avait signé mon nom sur la liste de présence. Quelqu'un avait été là en usurpant mon identité, ou les élèves mentaient délibérément. L'un ou l'autre scénario exigeait de la planification, de la coordination et de la malveillance. J'ai appelé Thomas depuis le parking. Il était stupéfait quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Mais tu étais à l'hôpital toute la journée de samedi. Nous avons des dizaines de témoins, le personnel infirmier, d'autres visiteurs, les caméras de sécurité de l'hôpital. C'est insensé. J'avais besoin qu'il commence à tout documenter, les heures où j'étais arrivé et parti, les infirmières et médecins spécifiques qui avaient interagi avec nous, et l'emplacement des caméras de sécurité qui m'auraient filmé. Il a commencé à faire des listes pendant que je rentrais chez moi, la voix serrée par la colère. Qui ferait ça? Qui t'accuserait d'agresser des élèves alors que tu t'occupais de papa? C'était la question qui me brûlait l'esprit. J'enseignais à Westridge depuis plus d'une décennie. J'avais de bonnes relations avec les élèves, des évaluations positives des administrateurs et des lettres de recommandation de parents dont les enfants étaient partis dans des universités prestigieuses. Je n'avais jamais été accusé de conduite inappropriée, je n'avais jamais eu de problème disciplinaire et je n'avais jamais donné à quiconque de raison de douter de mon professionnalisme. Mais les écoles privées étaient des environnements politiques. Les parents payaient 45 000 $ par an pour que leurs enfants fréquentent Westridge. Ce genre d'investissement créait des attentes, un sentiment de supériorité et de la pression. J'avais eu des conflits avec des parents au sujet des notes, des lettres de recommandation pour l'université que j'avais refusé d'écrire pour des élèves qui ne les méritaient pas, et mon refus de gonfler les notes pour des élèves qui avaient plagié des travaux. 3 élèves spécifiques avaient porté des accusations, Ashley Morgenstein, Kayla Denison et Sophie Blackwell. Je les connaissais toutes les 3. Elles étaient en première dans ma classe d'histoire des élèves intelligentes, mais pas mes meilleures recrues. Ashley avait été furieuse quand je lui avais donné un B+ pour un dossier de recherche important qu'elle estimait mériter un A. Sa mère avait envoyé des emails enflammés remettant en question mes critères de notation. Kayla avait été surprise en train d'utiliser son téléphone pendant un test le mois dernier. Je lui avais donné un 0 à l'examen conformément au règlement de l'école, ce qui avait fait chuter sa moyenne d'un A à un B. Son père avait exigé que je l'autorise à le repasser, ce que j'avais refusé. Sophie était différente, une élève brillante, l'une de mes meilleures, mais ses parents traversaient un divorce conflictuel. Sa mère avait demandé des réunions au sujet du niveau de stress de Sophie, suggérant que je réduise sa charge de devoir. J'avais expliqué que je ne pouvais pas donner à un élève des exigences différentes sans justification académique. J'ai passé l'après-midi à rassembler la documentation, le registre des visiteurs de l'hôpital montrant que je m'étais enregistré à 7h15 samedi et que je n'étais pas parti avant 23h47, les reçus de cartes de crédit de la cafétéria de l'hôpital pour le déjeuner et le dîner, les messages textuels avec Thomas, Grace et ma mère coordonnant les soins de papa tout au long de la journée, les photos que j'avais prises de papa dans son lit d'hôpital quand il s'était enfin stabilisé le soir, horodatées automatiquement par mon téléphone, et les releveuses passes montrant ma voiture voyageant de mon appartement au centre-ville de Philadelphie vers le Jefferson Medical ce matin-là, sans aucun trajet vers Indépendance ou ailleurs. J'ai appelé un avocat ce soir-là. Quelqu'un que la femme de Thomas connaissait et qui s'occupait de cas de droit de l'éducation. Léonard Strauss a accepté de me rencontrer le lendemain matin à son bureau. Léonard avait une 60aine d'années, il était précis et méthodique. Il a écouté mon récit sans m'interrompre,
a examiné la documentation que j'avais réunie et s'est adossé à sa chaise. Vous avez un alibi complet pour votre localisation physique, mais cela n'explique pas comment votre signature s'est retrouvée sur la liste des accompagnateurs ou pourquoi 3 élèves porteraient des accusations spécifiques contre vous. Cela suggère soit une fabrication délibérée par les élèves, soit que quelqu'un a réellement usurpé votre identité lors du voyage. J'y avais pensé toute la nuit. Les élèves mentent. La question est de savoir pourquoi elles ont décidé de coordonner des accusations contre moi et si quelqu'un les a aidés à planifier cela. Léonard a pris des notes. Nous devons découvrir qui étaient les autres accompagnateurs, qui aurait remarqué si quelqu'un prétendant être vous n'était pas réellement vous, et s'il existe des images de vidéosurveillance d'Independence Hall qui montreraient qui était réellement lors de cette visite. Racontez-moi vos récentes interactions avec ces 3 élèves. Des conflits, des situations où elles pourraient se sentir lésées. J'ai expliqué le différend sur la note d'Ashley, l'incident du téléphone de Kayla et les demandes de la mère de Sophie. Léonard s'est concentré sur le schéma. 3 élèves qui ont tous eu des conflits avec vous sur des questions académiques au cours des derniers mois. Ce n'est pas une coïncidence. Les élèves d'écoles privées issus de familles riches ont parfois une vision déformée des conséquences et de la responsabilité. S'ils croyaient pouvoir détruire votre carrière en représailles de ce qu'ils perçoivent comme un traitement injuste, ils pourraient se convaincre que c'est justifié. Nous devions identifier les autres accompagnateurs du voyage de samedi et déterminer ce qu'ils avaient réellement observé. Léonard a déposé une demande formelle auprès de l'Académie Westridge exigeant toute la documentation liée à la sortie scolaire, y compris la liste signée, les affectations des accompagnateurs, les registres de la compagnie de bus, et toutes les photos ou vidéos prises pendant la visite. Il a également exigé les déclarations spécifiques que les 3 élèves avaient fournies, arguant que j'avais le droit de connaître les allégations exactes portées contre moi. Les avocats de l'école ont résisté, invoquant la vie privée des élèves et l'enquête en cours. Mais Léonard était agressif. Votre client a été accusé d'agression criminelle. Il a le droit de voir les preuves contre lui. Si l'école prétend qu'il était présent sur la base d'une liste signée, nous devons examiner ce document et déterminer son authenticité. La police a contacté Léonard le lendemain, demandant un entretien. Nous nous sommes retrouvés au commissariat avec l'inspecteur Raymond Cross et sa partenaire, l'inspectrice Lisa Hang. Je les ai guidés à travers mon emploi du temps pour samedi, fournissant des documents pour chaque affirmation. L'inspecteur Cross a examiné les preuves attentivement. Cette documentation montre que vous étiez au Jefferson Medical, mais nous devons comprendre la divergence avec les dossiers de l'école. Pouvez-vous expliquer comment votre signature apparaît sur la liste des accompagnateurs si vous n'y étiez pas? Je leur ai dit que quelqu'un d'autre avait dû signer mon nom, que je m'étais retiré de l'accompagnement 3 semaines plus tôt quand mon père a été hospitalisé. L'inspectrice Hang a posé des questions sur mes relations avec les 3 élèves. Avez-vous eu des conflits avec Ashley Morgenstein, Kayla Denison ou Sophie Blackwell? Une raison pour laquelle elle pourrait faire de fausses accusations? J'ai expliqué les litiges sur les notes, l'incident du téléphone et la pression parentale. L'inspecteur Cross semblait sceptique. 3 adolescentes ne coordonnent généralement pas de fausses allégations d'agression contre un enseignant pour des histoires de notes. C'est extrêmement grave, un comportement potentiellement criminel. Qu'est-ce qui les motiverait à prendre ce risque? Je n'avais pas encore de bonne réponse, mais quelqu'un les avait motivés ou quelqu'un avait réellement usurpé mon identité lors du voyage et l'un ou l'autre scénario exigeait une enquête allant au-delà de l'acceptation des accusations des élèves au pied de la lettre. Le procureur chargé d'examiner l'affaire, un homme nommé Kenneth Aldridge, a demandé une réunion avec Léonard pour discuter des preuves. Nous nous sommes rencontrés à son bureau au centre-ville. Kenneth était direct et professionnel. Nous avons 3 victimes présumées faisant des allégations cohérentes sur un enseignant qui a signé la liste des accompagnateurs et était présent lors de la sortie scolaire. Nous avons également un enseignant avec une documentation étendue prouvant qu'il était à 145 km de là, dans un hôpital. Ces 2 faits ne peuvent pas être vrais en même temps. Léonard a insisté. Ce qui signifie que vous devez enquêter sur la façon dont son nom s'est retrouvé sur cette liste et si ses élèves disent la vérité sur leurs interactions avec lui. L'alibi de mon client n'est pas un « peut-être », il est en béton. La vidéosurveillance de l'hôpital le montrera là-bas toute la journée. Cela signifie que soit quelqu'un a usurpé son identité, soit ses élèves mentent. Kenneth a accepté d'assigner à comparaître les images de vidéosurveillance de l'hôpital et d'interroger les autres accompagnateurs qui étaient du voyage. Il a également accepté qu'un expert en criminalistique examine la liste des accompagnateurs pour déterminer si la signature était authentique ou forgée. L'attente était une torture.
Je passais mes journées de congé administratif dans mon appartement, regardant les reportages sur les enseignants accusés d'inconduite et lisant des articles sur les fausses allégations et leurs conséquences. Même lorsque leur innocence était prouvée, les enseignants retrouvaient rarement leur réputation intacte. Les parents se souvenaient davantage des accusations que des disculpations. Les collègues restaient méfiants. Le stigmate persistait. Mon père se remettait bien de son opération, ce qui était le seul développement positif. Il avait quitté les soins intensifs et progressait vers sa sortie. Quand je lui ai rendu visite cette semaine-là, ma mère m'a pris à part dans le couloir de l'hôpital. Thomas nous a dit ce qui s'est passé. C'est insensé. Tu étais ici à t'occuper de ton père, et maintenant on t'accuse d'agresser des élèves dont tu n'étais même pas proche. Quel genre d'enfant invente des histoires sur quelque chose d'aussi grave? Je n'avais pas de réponse, mais je commençais à former une théorie sur qui aurait pu aider à orchestrer cela. Il y avait une personne à Westridge qui avait eu un conflit important avec moi récemment, qui avait accès aux systèmes administratifs, qui comprenait les procédures de sortie scolaire, et qui pourrait avoir des raisons de vouloir mon départ, Nathan Bridger, le directeur adjoint chargé de la vie scolaire. Il y a 6 mois, Nathan avait poussé pour que Westridge adopte une politique réduisant les sanctions académiques pour les premières infractions de plagiat, arguant que les élèves riches ne devraient pas voir leurs perspectives universitaires endommagées par une seule erreur. Je m'étais opposé publiquement à cette politique lors d'une réunion du corps professoral, arguant qu'elle créait 2 poids 2 mesures et encourageait les comportements de privilège. Mon opposition avait rallié d'autres enseignants, et la politique avait été rejetée. Nathan était furieux, il m'avait accusé de saper l'autorité administrative et de nuire à la confiance entre élèves et administrateurs. Nous nous étions à peine parlé depuis. Nathan supervisait également la coordination des sorties scolaires. Il aurait eu accès à la liste des accompagnateurs. Il aurait su que je m'étais retiré du voyage à Independence Hall. Il aurait été capable de forger ma signature sur la feuille de présence. Et il aurait eu l'occasion de manipuler des élèves qui avaient eu des conflits avec moi, présentant potentiellement la chose comme une juste reddition de compte pour un enseignant trop sévère, trop rigide ou trop peu disposé à répondre à leurs besoins. Léonard a été intrigué quand je lui ai partagé cette théorie. Si Bridger a aidé ses élèves à fabriquer des allégations, c'est de la conspiration, de la fraude et peut-être de la subornation de témoins. Mais nous avons besoin de preuves le reliant aux accusations. Le rapport de l'expert en criminalistique est arrivé 3 jours plus tard. La signature sur la liste des accompagnateurs n'était pas la mienne. L'analyse graphologique montrait des différences significatives dans la formation des lettres, les motifs de pression et l'espacement par rapport à mes signatures authentifiées sur d'autres documents scolaires. Quelqu'un avait tenté de forger ma signature mais ne l'avait pas reproduite assez fidèlement pour tromper l'examen d'un expert. Kenneth Aldridge a appelé Léonard pour lui annoncer la nouvelle. La signature est frauduleuse. Cela change tout. Quelqu'un a inscrit M. Kowalski sur ce voyage en sachant qu'il ne serait pas là. Nous devons découvrir qui avait accès à cette liste et à qui profitait ce coup monté. Les images de vidéosurveillance de l'hôpital étaient encore plus concluantes. Les caméras à l'entrée des visiteurs me montraient arrivant à 7h13 samedi, m'enregistrant au bureau de sécurité et prenant l'ascenseur vers l'étage des soins intensifs. Les images de divers couloirs de l'hôpital et de la salle d'attente des soins intensifs me montraient présent tout au long de la journée. Il n'y avait aucun battement où j'aurais pu quitter le bâtiment, conduire 145 km jusqu'à Independence Hall, agresser 3 élèves et revenir sans que personne ne s'en aperçoive. L'emploi du temps était physiquement impossible. L'inspecteur Cross a interrogé les autres accompagnateurs qui avaient participé au voyage à Independence Hall. 2 étaient des parents bénévoles. L'une était une jeune enseignante nommée Rebecca Ashford. La déclaration de Rebecca était accablante. Elle a dit à la police qu'elle ne m'avait jamais réellement vu pendant le voyage. Elle avait vu quelqu'un portant un polo de Westridge et un pantalon kaki qui restait près de l'arrière du groupe de visite et que les élèves appelaient M. Kowalski, mais elle n'avait jamais vu son visage clairement. Lorsqu'elle fut poussée à bout, elle admit avoir trouvé étrange que je semble éviter toute interaction avec les autres accompagnateurs, mais elle avait supposé que j'étais fatigué ou que je voulais me concentrer sur la surveillance des élèves. La description faite par Rebecca de l'homme qu'elle avait vu était révélatrice, environ 1m83, de corpulence moyenne, portant une casquette de baseball tout au long de la visite, gardant son visage incliné à l'écart du groupe, et portant des lunettes de lecture similaires aux miennes. Elle avait remarqué le polo Westridge et le pantalon kaki, et avait tiré des conclusions basées sur ces marqueurs génériques. Les parents bénévoles firent des déclarations similaires. On leur avait dit que 4 accompagnateurs participeraient au voyage.
Ils avaient vu 4 adultes avec le groupe. Ils avaient supposé que l'homme portant le polo Westridge qui s'était enregistré sous le nom de David Kowalski était David Kowalski. Aucun d'entre eux ne savait réellement à quoi je ressemblais assez bien pour remarquer une usurpation d'identité. L'inspecteur Hang montra à Rebecca une série de photos comprenant la mienne et celle de 5 hommes se ressemblant. Rebecca ne put m'identifier avec certitude. Lorsqu'on lui montra une photo de Nathan Bridger, sa réaction fut immédiate. Cela pourrait être lui, la taille et la corpulence correspondent, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu son visage clairement à cause de la casquette, mais cela pourrait tout à fait être la personne qui était lors de notre visite. La police emmena Nathan pour un interrogatoire. Il n'y a initialement avoir été à Independence Hall, affirmant avoir passé le samedi chez lui à travailler sur des rapports administratifs, mais confronté à l'identification de Rebecca et aux preuves médico-légales de la signature forgée, sa version commença à s'effondrer. Les données de localisation de son téléphone, que la police obtint grâce à un mandat, montrèrent qu'il s'était trouvé à proximité d'Independence Hall pendant la durée de la sortie scolaire. Face à l'accumulation de preuves, Nathan demanda un avocat. Le lendemain, son avocat contacta Kenneth Aldridge, proposant sa coopération en échange d'une réduction de peine. Nathan admit avoir contrefait ma signature sur la liste des accompagnateurs et avoir usurpé mon identité lors de la sortie à Independence Hall. Il affirma l'avoir fait par un souci de réalisme pour me montrer ce que l'on ressent face à de fausses accusations, après que j'aurais prétendument rendu son travail plus difficile en m'opposant à la politique sur le plagiat. Mais lorsqu'il fut interrogé sur les allégations des 3 élèves, Nathan plaida l'ignorance. Il dit avoir usurpé mon identité pendant le voyage mais n'avoir agressé personne, ni avoir interagi de manière inappropriée avec des élèves. Selon lui, les élèves devaient avoir fabriqué leur plainte pour agression de manière indépendante, voyant possiblement une opportunité d'en rajouter lorsqu'ils s'étaient rendu compte que j'étais accusé de quelque chose. Kenneth n'y crut pas. 3 élèves ne décident pas spontanément de porter des accusations d'agression détaillées coïncidant avec votre plan d'usurpation d'identité. Soit vous les avez agressés en prétendant être Kowalski, soit vous vous êtes coordonné avec elle pour faire de faux rapports. Dans les 2 cas, vous faites face à de graves poursuites pénales. L'avocat de Nathan négocia. Nathan finit par avouer une conspiration plus complexe. Il avait approché les 3 élèves individuellement au cours des semaines précédentes des élèves dont il savait qu'elles avaient des conflits avec moi et avait planté l'idée que j'avais été trop dur avec elles, trop inflexible, et trop nuisible à leurs perspectives académiques. Il m'avait présenté comme un obstacle à leur réussite. Puis il avait suggéré un plan. Il créerait une situation où elles pourraient porter des accusations qui mettraient fin à ma carrière. Il usurperait mon identité lors d'une sortie scolaire, créant un déni plausible quant à l'endroit où je me trouvais réellement, et elles affirmeraient que je les avais agressées pendant le voyage. Les accusations n'auraient pas besoin d'être prouvées devant un tribunal. Nathan leur avait dit que les écoles privées réagissaient aux accusations pour protéger leur réputation, même si les charges étaient finalement abandonnées, j'en aurais fini à Westridge. Le scandale me suivrait dans n'importe quel autre poste d'enseignant. C'était une vengeance déguisée en défense des élèves. Les 3 élèves furent emmenés pour interrogatoire en présence de leurs parents et de leurs avocats. Ashley Morgenstern craqua la première. Confrontée aux aveux de Nathan et à la preuve de mon alibi à l'hôpital, elle admit que les allégations d'agression étaient fabriquées. Nathan l'avait approché après son litige concernant une note, s'était montré compatissant face à sa frustration, et avait suggéré que j'étais le genre de professeur qui brisait l'avenir des élèves pour des questions mineures. Il avait proposé le plan comme un moyen de me tenir responsable de pratiques de notation injustes. Elle avait cru être justifiée de participer car, dans son esprit, je lui avais fait du tort en premier en ne lui donnant pas la note qu'elle méritait. Kayla Denison donna un récit similaire. Nathan l'avait approché après l'incident du téléphone, lui avait dit que j'étais connu pour être déraisonnablement strict, et avait suggéré que la sortie scolaire offrait une opportunité de me donner une leçon sur le respect des élèves. Elle avait accepté car elle était en colère à cause du 0 reçu à son examen et de l'impact sur sa moyenne. L'implication de Sophie Blackwell était plus compliquée. Sa déclaration révéla que Nathan l'avait manipulée différemment. Il lui avait dit que j'avais parlé à d'autres membres du corps enseignant du divorce de ses parents d'une manière qui violait sa vie privée, et avait dit que je l'avais décrite comme émotionnellement instable et peu fiable. Sophie avait été dévastée par cette prétendue trahison, avait fait confiance au récit de Nathan parce qu'il était un administrateur, et avait accepté de participer aux fausses accusations pour se venger de ce qu'elle croyait être mes commérages sur sa situation familiale. Rien de tout cela n'était vrai.
Je n'avais jamais discuté de la situation personnelle de Sophie avec quiconque au-delà du personnel d'orientation approprié qui avait besoin de savoir pour la soutenir. Mais Nathan avait instrumentalisé sa vulnérabilité, son stress lié au divorce de ses parents, et l'avait transformé en motivation pour participer à une conspiration visant à détruire ma carrière. Les poursuites pénales tombèrent rapidement. Nathan Bridger fut accusé de vol d'identité, de faux, de complot en vue de faire de faux rapports et de subornation de témoins. Ashley Morgenstein, Kayla Denison et Sophie Blackwell furent inculpés en tant que mineurs pour complot et dénonciation calomnieuse. Toutes trois faisaient face à des conséquences potentielles allant de la mise à l'épreuve à la détention pour mineurs. Bien que les procureurs aient indiqué être prêts à envisager des réductions de peine en échange d'un témoignage contre Nathan, les charges contre moi furent immédiatement abandonnées. Kenneth Aldridge publia une déclaration publique m'exonérant complètement et présentant ses excuses pour l'enquête que j'avais subie. L'Académie Westridge fut contrainte de réagir. Victoria Brennan publia un communiqué reconnaissant que j'avais été faussement accusé, que l'école n'avait pas correctement vérifié les allégations avant de prendre des mesures contre moi, et que j'étais le bienvenu pour reprendre l'enseignement. Mais le mal était fait. Les parents avaient vu les informations faisant état d'un enseignant de Westridge faisant l'objet d'une enquête pour agression d'élèves. Même après mon exonération, certains parents se demandaient si je devais être en contact avec leurs enfants. Les forums en ligne discutant des écoles privées de la région comportaient des fils de discussion débattant de mon cas, certains internautes insistant sur le fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que l'abandon des charges ne signifiait pas nécessairement qu'il ne s'était rien passé. Léonard négocia un accord avec Westridge. L'école accepta de verser les salaires arriérés pour la période de ma suspension, une compensation pour les frais de justice et le préjudice moral, ainsi qu'une lettre de recommandation reconnaissant mes services exemplaires et mon exonération complète des fausses accusations. Ils acceptèrent également de mettre en œuvre de nouvelles politiques exigeant la corroboration de la présence lors des sorties scolaires et interdisant toute action administrative contre le corps enseignant basée uniquement sur des allégations d'élèves sans enquête sur les circonstances factuelles. Mais je ne pouvais pas retourner dans cette salle de classe. Je ne pouvais pas faire face aux élèves en sachant que 3 d'entre eux avaient été prêts à détruire ma vie pour des notes et des offenses perçues. Je ne pouvais pas travailler sous les ordres d'administrateurs qui avaient cru à des accusations sans vérifier des faits élémentaires, comme si j'avais été réellement présent sur le lieu où les agressions auraient eu lieu. Les audiences préliminaires révélèrent plus de détails sur la planification de Nathan. Il avait passé des semaines à rechercher comment contrefaire des signatures de manière convaincante, s'était exercé à reproduire mon écriture, et avait étudié mes vêtements habituels et mes maniérismes pour m'imiter efficacement. Il avait porté une casquette de baseball pendant la sortie spécifiquement pour masquer son visage aux autres accompagnateurs tout en présentant assez de marqueurs visuels le polo Westridge, le pantalon kaki, les lunettes de lecture pour passer une observation superficielle. Il était délibérément resté à l'arrière des groupes de visite et avait évité toute interaction directe avec les parents bénévoles qui ne me connaissaient pas bien. Les élèves avaient reçu l'instruction de fournir des récits d'agression cohérents mais non identiques. Nathan les avait coachés sur les détails à inclure, l'heure de la journée, l'endroit dans Indépendance et les descriptions physiques de ce que je portais prétendument. Il leur avait dit que la cohérence de leurs déclarations rendrait les allégations plus crédibles pour les enquêteurs. Le procès eut lieu 8 mois après ce lundi matin où Victoria Brennan m'avait accusé d'avoir agressé des élèves. Nathan faisait face aux charges les plus graves en tant qu'architecte de la conspiration. Son avocat de la défense tenta d'argumenter qu'il avait agi par impulsion, que l'usurpation d'identité était une erreur de jugement et que les allégations d'agression étaient l'idée des élèves. Mais les procureurs présentèrent des preuves d'une planification méticuleuse, de semaines de préparation, d'une manipulation délibérée d'adolescentes vulnérables et de la destruction calculée de la carrière d'un collègue à cause d'un désaccord professionnel. Les élèves témoignèrent contre Nathan dans le cadre de leurs accords de plaidoyer. Ashley décrivit comment Nathan l'avait approché dans son bureau après son litige de notes, avait dit qu'il comprenait sa frustration et avait suggéré que des professeurs comme moi rendaient la culture de Westridge toxique pour les élèves. Il avait proposé le plan progressivement, plantant d'abord l'idée que je méritais des conséquences, puis suggérant que la sortie scolaire offrait une opportunité, puis décrivant spécifiquement ce qu'elle devait prétendre qu'il s'était passé. Le témoignage de Kayla fut similaire. Nathan avait présenté la conspiration comme une forme d'autonomisation des élèves, comme une façon de tenir un enseignant déraisonnable responsable de politiques qui nuisaient à leurs perspectives académiques et à leur dossier d'inscription à l'université. Il avait présenté cela comme un militantisme justifié plutôt que comme une fraude criminelle. Le témoignage de Sophie fut le plus émouvant. Elle décrivit avoir cru aux affirmations de Nathan selon lesquelles j'avais violé sa vie privée,
pensant qu'un administrateur ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi grave. Elle avait participé aux fausses accusations, croyant répondre à un véritable acte répréhensible de ma part, pour découvrir plus tard que Nathan avait fabriqué tout le postulat. Son témoignage incluait des excuses en larmes dirigées vers moi dans la salle d'audience. Je suis désolé de l'avoir cru. Je suis désolé de n'avoir pas vérifié ce qu'il m'a dit. J'ai détruit votre carrière sur des mensonges, et je ne me le pardonnerai jamais. Nathan ne montra aucun remords pendant le procès. Son témoignage fut défensif et auto-justificateur. Il affirma que j'avais sapé son autorité à Westridge, que j'avais empoisonné les relations avec le corps enseignant et que j'avais rendu son rôle administratif impossible en encourageant les enseignants à résister à des changements de politique raisonnables. Les fausses accusations étaient justifiées, selon lui, comme une correction nécessaire envers quelqu'un qui nuisait à la culture de l'école. Le jury délibéra pendant 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation majeurs. L'expression du juge était sévère lors du prononcé de la sentence. Nathan Bridger fut condamné à 4 ans de prison pour complot, vol d'identité et subornation de témoins, avec des peines supplémentaires pour mise en danger du bien-être de mineurs en manipulant des élèves pour les entraîner dans une activité criminelle. Les élèves, étant mineurs, reçurent une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général avec obligation de suivi thérapeutique pour traiter leur participation à la conspiration. Les familles d'Ashley, Kayla et Sophie firent face à des conséquences civiles. J'intentais des procès contre leurs parents pour le préjudice moral, l'atteinte à la réputation et l'impact sur ma carrière que les fausses accusations de leur fille avaient causé. Les procès n'étaient pas principalement une question d'argent, ils visaient la responsabilité. Léonard fit valoir que les parents d'élèves privilégiés d'écoles privées devaient comprendre que les actions de leurs enfants avaient des conséquences, et que fabriquer des accusations d'agression n'était pas un comportement acceptable, quelle que soit la frustration liée aux notes. Les familles réglèrent les poursuites pour des montants substantiels, avec des excuses publiques incluses comme condition de l'accord. La mère d'Ashley publia une déclaration reconnaissant que le litige de sa fille concernant une note ne justifiait pas de fausses accusations et qu'elle aurait dû apprendre à sa fille à accepter une évaluation académique plutôt que de chercher à se venger. Le père de Kayla admit avoir contribué au sentiment de supériorité de sa fille en faisant pression sur les professeurs pour qu'ils changent les notes et les politiques à son avantage. Les parents de Sophie publièrent une déclaration commune malgré leur divorce, reconnaissant que leur fille avait été manipulée, mais acceptant la responsabilité de ne pas lui avoir appris à vérifier des accusations graves avant de participer à des conspirations. L'Académie Westridge fit face à son propre bilan. Plusieurs parents retirèrent leurs enfants, invoquant des inquiétudes concernant une administration qui avait accusé un enseignant sans enquêter sur des faits basiques. Victoria Brennan démissionna sous la pression du conseil d'administration. Gérald Hutchkin, l'avocat de l'école qui avait si mal géré ma suspension initiale, fut remplacé. L'école embaucha une nouvelle direction et mit en œuvre des réformes politiques complètes sur la manière dont les allégations contre le corps enseignant devaient être examinées avant toute mesure administrative. Je ne pouvais pas retourner à l'enseignement en classe. Le traumatisme des fausses accusations, le fait de savoir que des élèves pouvaient se coordonner pour détruire la carrière d'un enseignant pour des notes et des offenses perçues, et la couverture médiatique associant mon nom à des allégations d'agression même après exonération rendaient tout retour impossible. J'utilisais une partie de l'argent de l'accord pour poursuivre un doctorat en politique de l'éducation, concentrant mes recherches sur les fausses accusations en milieu universitaire et la nécessité de protection procédurale pour les éducateurs. Je trouvais du travail auprès d'une organisation à but non lucratif développant des protocoles pour les écoles enquêtant sur des allégations d'inconduite, en mettant l'accent sur l'importance de vérifier les faits de base avant de prendre des mesures contre les parties accusées. Je pris la parole lors de conférences sur l'éducation au sujet de mon expérience, sur la manière dont la peur de la responsabilité des écoles et le désir de protéger leur réputation pouvaient mener à des jugements précipités contre les enseignants sans procédure régulière. Certains éducateurs me critiquèrent, affirmant que mon attention portée aux fausses accusations nuisait aux véritables victimes d'inconduite. Mais d'autres comprirent que protéger les enseignants des accusations fabriquées et protéger les élèves d'inconduite réelle n'étaient pas des objectifs opposés, les deux nécessitaient une enquête minutieuse, le respect des preuves et le rejet des suppositions basées uniquement sur qui portait l'accusation en premier. Je témoignais devant un comité législatif d'État examinant les droits des enseignants et la discipline des élèves. Je décrivis comment Nathan avait manipulé le système, comment 3 élèves avaient instrumentalisé des accusations d'agression lors de litiges académiques, et comment j'avais été présumé coupable jusqu'à ce que des preuves accablantes prouvent l'impossibilité physique des accusations.
le comité finit par adopter une législation exigeant que les écoles mènent des enquêtes préliminaires vérifiant la base factuelle des allégations avant de suspendre des enseignants, protégeant ainsi les éducateurs des mesures administratives basées sur des plaintes non vérifiées tout en maintenant des protections pour les véritables victimes. 2 ans après le procès, je reçus une lettre de Sophie Blackwell. Elle était en première année d'université en psychologie et travaillait avec un thérapeute pour traiter sa participation à la conspiration. Je sais que mes excuses au tribunal n'étaient pas suffisantes, écrivait-elle. J'ai détruit votre carrière parce que j'ai fait confiance à un adulte qui m'a menti et parce que j'ai laissé ma colère prendre le dessus sur mon jugement. J'ai suivi votre travail sur la politique de l'éducation et je suis reconnaissante que vous ayez trouvé un moyen d'utiliser cette terrible expérience pour aider d'autres enseignants et élèves. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner ce que je vous ai fait. Je lui répondis que le pardon était complexe, que j'appréciais ses remords persistants et ses efforts pour réparer ses torts à travers la thérapie et l'éducation. Je lui dis que la meilleure façon d'honorer les dommages qu'elle avait causés était de devenir le genre de personne qui vérifie les accusations graves avant d'agir, qui remet en question l'autorité lorsqu'elle exige de participer à un comportement contraire à l'éthique, et qui défend la vérité même quand c'est inconfortable. Je gardai sa lettre dans mon bureau aux côtés de la documentation de mon affaire, un rappel que le système judiciaire avait fonctionné lentement et imparfaitement, mais qu'il avait finalement exposé la vérité et tenu les conspirateurs pour responsables. Nathan Bridger fut libéré après avoir purgé 3 ans de sa peine. Je ne suivis pas son cas de près, n'ayant pas besoin de mise à jour sur sa vie après la prison. Il m'avait volé des mois de ma vie et des années de ma carrière d'enseignant, mais je refusais de le laisser occuper plus d'espace mental que nécessaire. 4 ans après ce lundi matin où Victoria Brennan m'avait accusé d'agression, je me tenais devant une salle remplie d'administrateurs scolaires pour prononcer un discours d'ouverture sur l'équité procédurale dans les enquêtes pour inconduite. Je leur racontais mon histoire, regardant leur visage passer de l'inconfort à la compréhension. Vérifiez avant d'agir, leur dis-je. Enquêtez avant de suspendre. Protégez les victimes présumées, mais ne présumez pas de la culpabilité. Chaque enseignant mérite le respect élémentaire de voir son alibi vérifié avant que vous ne détruisiez sa carrière. Un administrateur demanda si j'avais un jour pardonné à l'Académie Westridge pour leur gestion de mon cas. Je réfléchis attentivement à la question. Le pardon ne les concerne pas. Il s'agit pour moi de refuser de porter leur échec plus loin. Ils ont commis des erreurs catastrophiques qui m'ont coûté ma classe, mais j'ai construit quelque chose de mieux à partir de ces ruines. C'est ma version de la justice. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.